Bah, c'est parti. Non, on va parler un petit peu d'objets connectés, d'IoT avec une application au travers d'un Fitbit pour chien. Voilà, ça vous changera un petit peu des conférences Docker, blockchain et tout. Et puis, nous, ça nous faisait plaisir de vous parler de ça. Alors, dans cette histoire, on est tous les deux, mais pas que. Et donc, un petit message, parce qu'on va être sur Internet. Brigitte, elle va peut-être nous voir. Et on veut lui dire que Loki, qui a contribué à cette aventure avec nous, va très bien. On n'a pas pu l'emmener, mais il va très bien. Voilà, donc vous inquiétez pas. Donc pour vous présenter tout ça, on va citer déjà Loki qui est avec nous, mais pas physiquement. Moi-même, Paul Pinault, je travaille dans un grand groupe qui fait des pneus, donc Michelin pour pas le citer, avec Daniel, ça c'est notre environnement de travail presque au quotidien. Voilà, et je travaille dans un incubateur, donc je suis une sorte de start-upper, mais qui travaille dans un grand groupe. Et donc moi, Daniel Pétisme, je travaille également chez Michelin, je travaille au sein de la DSI, et mon job consiste à aider le business à aller plus vite dans ses décisions, à prototyper des applications. Et je suis le propriétaire donc, de Loki, un jeune Doberman d'une dizaine de mois, il aura 10 mois bientôt, très énergique. Très énergique, et ça c'est un point super important pour nous. Alors avant de vous parler IoT, je voulais juste revenir sur un truc qu'on entend un petit peu moins cette année, mais l'année dernière, comme c'était le buzzword, mais que pas grand monde en faisait. Il y avait tout un tas de monde qui vous disait « Ah ouais, non mais l'IoT, il n'y a absolument rien de nouveau. Moi, ça fait 20 ans que je fais du M2M, tu vois. Alors bon, tout ça, c'est un buzzword et ça vaut rien. » Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ce concept-là. C'est-à-dire que le machine-to-machine, dedans, il y a la notion de machine. Et une machine, c'est un truc qui est vachement bien parce que généralement, c'est un truc avec un peu de puissance de calcul quand même. En général, pas mal de systèmes à l'intérieur, qui souvent est branché à une belle prise électrique avec du réseau qui, les 3/4 du temps, est filaire. C'est ça qu'on faisait dans les 20 dernières années. Pour moi, la nouveauté, quand on commence à parler d'Internet des choses, c'est qu'on n'est plus en train de parler de l'Internet des machines. On est en train de parler de l'Internet des chiens, de l'Internet des tables, de l'Internet des chaises. Et ça fait une grosse nuance. Parce que connecter une table, connecter un chien, c'est un peu plus compliqué. Donc on va avoir tout un tas de challenges qu'il va falloir qu'on gère qu'on ne gérait pas avant. Et le premier des challenges, c'est l'alimentation électrique. Alors je ne vais pas vous dire que Loki, il manque d'énergie, quoi. Il en a à revendre. Le seul truc, c'est que pour capter cette énergie-là et la transformer en électricité, c'est quand même pas encore l'extase. Il y a des mecs qui essayent des trucs et tout, mais enfin aujourd'hui, c'est pas top. Pour une table, c'est encore plus difficile. Donc on a un challenge de l'électricité, quoi. Imaginez, vous allez chez Ikea, vous achetez votre table connectée, ne me demandez pas à quoi ça sert, mais un jour, vous allez en acheter une, j'en suis sûr. Vous allez acheter votre table connectée, vous la mettez dans votre cuisine, et là, vous avez un câble USB à brancher dessus pour l'alimenter, quoi. Et là, vous en voulez à votre électricien de ne pas avoir mis une prise USB dans le sol ou je ne sais pas où. Vous voyez, un problème, quoi. Donc on a vraiment dans l'IoT une question d'autonomie électrique qui est super importante. De la même façon, on a une grosse question sur la communication réseau. Puisqu'on est connecté, il va falloir qu'on discute. Donc pour discuter, de la même façon, voilà, si j'utilise de l'Ethernet, c'est un peu compliqué. Puis la communication, ça va aussi bouffer d'électricité selon ce qu'on va utiliser. Donc c'est un deuxième challenge qu'on a à gérer. Puis elle n'est pas constante. Et en plus, l'autre truc, c'est que Loki, on lui a mis des trucs sur lui et tout, puis il court, et puis il est super content, il voit de la flotte et il jette dedans. Alors, on avait pensé, c'est étanche. Hein. Bon, enfin, le problème, c'est que dans la flotte, ça passe plus, par exemple. Donc, il y a une coupure. Puis des fois, il se promène dans des coins où ça passe pas non plus. Voilà, donc il faut prendre tout ça en compte, et ça peut rapidement être un problème. L'autre chose, c'est de valoriser les données. Parce que Loki, on va savoir qu'il court, qu'il marche, qu'il dort. Bon, ça, c'est bien. Je peux faire une super appli qui va faire une restite sur le fait qu'il court, qu'il marche et qu'il dort. Mais en termes de valorisation de données, c'est un peu limite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de transformer ça en croquettes. C'est de dire, voilà, parce que Loki il a ce comportement-là, on va lui proposer cette croquette-là et on va directement lui expédier et il va la manger. Et là, on va créer de la valeur. Parce que là, les croquettes, on va pouvoir les vendre 50% plus cher. D'accord ? Donc, il faut avoir tout ce raisonnement-là pour arriver à faire en sorte que notre produit puisse fonctionner. Alors, en bon informaticien, parce que bon, à la base, même si moi, je bien les lecs et tout, mais enfin, à la base, on est un peu informaticien aussi quand même, on pourrait se dire, bah tiens, attends, c'est cool, on va se faire un truc, là, le chien connecté, t'as un Raspberry Pi, un truc comme ça, là les fils. Ouais, bah écoute, on va se prendre un Raspberry Pi, on va mettre dessus, là, on va démarrer, hop, mon Linux, ça va être cool, et puis on fera un Tomcat dedans, on va démarrer une JVM à l'intérieur, et puis tu vas avoir pas de problème, les indicateurs de croquettes, on les calcule en temps réel, je te pousse ça directement chez, c'est qui ton vendeur de croquettes ? Moi, c'est Proplan. Voilà, donc je te pousse ça chez Proplan, et Proplan, il livre le truc, et on est nickel, on a connecté le chien, il commande tout seul ses croquettes, c'est génial. Bon, le problème, c'est que c'est un petit peu gourmand en énergie, le Raspberry Pi. Donc du coup,
on va avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'il va courir et puis après, on n'enregistrera plus rien parce qu'il a vidé la batterie. Donc ça ne marche pas. Ce n'est pas une bonne solution. Bon, la communication, au début, on s'est dit, tiens, on pourrait le brancher avec un câble Ethernet, ça ferait less, en plus, ce serait pratique. Bon, en fait, c'était con. Hein. Après, on s'est dit, bah, Wi-Fi, ça va être vachement bien. Bah ouais, mais le Wi-Fi, en fait, quand il va être sorti de la maison, c'est mort. Donc, par exemple, si je vais essayer de retrouver mon chien avec un GPS, un truc comme ça, du coup, bizarrement, ça ne marche plus. Bon, ok, pas de problème, on va utiliser du GPRS, il y a une bonne couverture, on a résolu ces problèmes. Ben ouais, mais là encore, le GPRS, aujourd'hui, ça consomme un bras, quoi. Quand on sera sur du LTE-M, on discutera, mais là, aujourd'hui, ça consomme un bras. Donc, il faut raisonner en prenant en compte tout ça, parce que sinon, on arrive à ça. Et c'est pas top pratique. Et là, il y a un dernier truc qu'il ne faut pas oublier. Parce que Nicolas, hier, il est venu avec une meuleuse pour les Raspberry Pi, pour ceux qui étaient là, c'était dans cette salle. Prenez jamais Adobe pour faire ça, parce que c'est le plus mauvais, je crois. Quoi. Le Raspberry Pi, il est mort. Voilà, c'est pire qu'une ponceuse. Bon, bref, donc il faut trouver des solutions qui sont adaptées. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler réseau, entre autres, parce que la partie réseau, en fait, elle résout globalement la partie électrique dont j'ai parlé précédemment. Donc, on va se tourner vers des technologies qui sont adaptées aux objets connectés, et on va dire, il y a deux catégories assez distinctes. La première, c'est ce qui va être le BLE, vous devez connaître, c'est le Bluetooth Low Energy, c'est ce que vous avez sur vos téléphones portables, c'est ce qu'on a dans les montres connectées, les Fitbit et tout ce bazar, qui est une technologie qui permet de communiquer grosso modo avec un smartphone qui se situe à une dizaine de mètres, voire une trentaine, voire dans les futures versions une cinquantaine de mètres, mais grosso modo, on est quand même sur des choses qui sont prêtes. L'avantage de cette techno-là, c'est que ça ne coûte pas cher. Au niveau de chip, aujourd'hui, on parle de 2-3 € avec les antennes. On n'a pas d'abonnement, donc il n'y a pas de running cost, donc c'est relativement intéressant. Mais le problème de ça, c'est que ce n'est pas autonome. C'est-à-dire que pour Loki, ce qui est bien, c'est qu'il a toujours son accès Internet à proximité, qui s'appelle Daniel, et qui va le promener avec son téléphone dans la poche. Donc on reste connecté. Ça, c'est cool. Mais par contre, pour le Chihuahua à Tati Simone, c'est plus compliqué. Parce que Tati Simone, elle n'a pas forcément un smartphone 4G, BLE, tout ça, qui va se connecter, qu'elle va savoir configurer, tout ça. Or, il se trouve qu'au niveau de la vente de croquettes personnalisées, c'est quand même Tati Simone qui est quand même le cœur du business. Donc, du coup, c'est super intéressant si on a l'autonomie et que les données, elles sont capables de nous permettre de commander directement les croquettes, les envoyer sans qu'elle ait besoin de se connecter sur la plateforme. Voilà. Donc, avantage, inconvénient de BLE. À côté de ça, il y a des technos nouvelles qui apparaissent, qui moi me passionnent, qui sont ce qu'on appelle les LPWA, c'est-à-dire les Low Power Wide Area. Donc ça, c'est des réseaux radiofréquences qui vont avoir des portées qui sont de l'ordre de 10 à 60 km, mais avec des puissances d'émission qui sont très très faibles, et donc des consommations électriques qui sont très très faibles. Aujourd'hui, ces technos-là, grosso modo, on va dire que ça commence à coûter dans les 4-5 € avec les antennes, en sachant qu'il y a très peu d'objets. Donc c'est des choses qui vont largement diminuer. Bon, pour qu'on puisse porter très loin et donc avoir un réseau, accès à un réseau public et donc remonter de l'info de façon complètement autonome, il va falloir qu'on paye un abonnement. C'est assez logique. Donc ça, c'est le point un peu négatif de ces technos, c'est que globalement, il y a des running costs qui vont avec. Mais ça résout notre problème d'autonomie, c'est super important. Dans ce domaine-là, deux technos aujourd'hui qui sont existantes, LoRa, avec LoRaWAN, et Sigfox, qui est présent sur le marché depuis quelques temps. Alors du coup, je vais vous parler un peu plus de Sigfox. Pourquoi? Parce que concrètement, si aujourd'hui vous avez envie de démarrer un projet en IoT, Sigfox, ça existe. C'est là, vous pouvez déployer, vous pouvez créer, vous pouvez déployer, vous pouvez commercialiser, ça va marcher. LoRaWAN, aujourd'hui, c'est surtout des questions qui sont là. C'est-à-dire que tout le monde annonce que ça va se déployer, mais concrètement, aujourd'hui, à ce jour, il n'y a pas grand-chose. Donc à vos risques et périls. Et puis les couvertures ne sont pas connues. Voilà, donc plutôt Sigfox. Donc, qu'est-ce que c'est que Sigfox? Sigfox, j'ai dit, c'est un réseau bas débit qui va permettre de communiquer en utilisant très peu d'énergie. C'est un réseau qui se base sur des fréquences 868 MHz. Ça vous dit peut-être rien comme ça, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des fréquences libres. Ça veut dire qu'elles ne sont pas réservées à Sigfox. Voilà. Donc, toute la complexité de ces technos, c'est d'arriver à se faire entendre au milieu du bruit qu'il peut y avoir un petit peu partout. Ah, je suis désolé. La contrainte d'être sur un réseau comme ça et donc sur un système de fréquence qui est public, c'est que du coup, il faut respecter les autres. Donc, vous n'avez pas le droit de parler plus de 1% du temps. Donc ça, c'est une contrainte qui fait que dans la configuration que Sigfox utilise avec un certain nombre de répétitions du message, le débit et ainsi de suite, vous avez le droit d'envoyer au maximum
140 messages par jour, chaque message faisant 12 octets. Et en réception, vous avez la possibilité de recevoir 4 messages par jour, chacun faisant 8 octets. Ça pour vous dire que derrière ces réseaux qui sont géniaux en termes d'autonomie, truc que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que grâce à ça, on arrive à avoir des autonomies sur batterie qui sont de plusieurs mois à des fois plusieurs années. D'accord ? On arrive à obtenir ça, mais il y a des contraintes derrière, contraintes qu'il faut prendre en compte au design. Alors c'est des réseaux, ce qu'on appelle bas débit. Quand on parle bas débit, on est en train de parler, pour ceux qui l'ont vécu, à peu près du débit montant que vous aviez sur un Minitel dans les années 80. Quoi. On est sur du 100 bits par seconde. Donc encore une fois, avec ça, on ne fait pas passer de l'audio, de la vidéo et tout, mais pour faire un Fitbit pour chien, ça va très bien. Voilà. Ce qui est super intéressant dans ces technos-là, et c'est pour ça aussi qu'elles sont économes en énergie, c'est que c'est des technos qui sont, je veux dire, non connectés. Je m'explique. Quand vous êtes sur des technos type GPRS, vous commencez par mettre en route votre modem. Vous connectez. Là, votre device, il fait « Salut, c'est moi, je suis le device 245. T'as un abonnement ? Ouais, j'ai un abonnement. Regarde, c'est celui-là. Ah ouais, super, je te connais. Bon, alors, je peux parler ? Ouais, écoute. Alors, par contre, tu resteras éveillé, je te donnerai des infos toutes les 10 minutes, il faudra que tu me répondes, sinon je te coupe. Bon, ok, on va faire avec. Je peux parler maintenant ? Ouais, vas-y, parle. Tu peux m'envoyer les données sur tel serveur ? Oui, tout à fait, je peux t'envoyer. C'est hyper verbeux. Et tout ça, à chaque fois, ça consomme de l'énergie. Surtout en réception, puisque c'est ce que vous faites 95% du temps. Mais tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Le principe de ces réseaux LPWA, c'est de ne pas avoir tout ça. C'est-à-dire que notre Loki, il est en train de courir, et d'un seul coup, il gueule « Je cours !» Et là, il espère qu'il y a des antennes qui vont l'écouter, qui vont remonter le message. Et c'est le réseau qui, à ce moment-là, va se dire « Lui, il avait le droit de parler ? Ouais, c'est bon, il a le droit de parler. Je forward son message. » Voilà. C'est aussi simple que ça, mais du coup, c'est hyper économe en énergie. Le dernier point sur ce réseau-là, qui pour moi est la killer feature en fait, dans ce réseau, c'est que c'est un réseau qui est mondial. C'est conçu de base pour être mondial. Et ça, c'est super important. Je veux dire, vous partez, j'étais en Espagne la semaine dernière, au moment où on passe la frontière, bizarrement, le giga de data, il vaut 5 fois plus cher. Et encore, il vaut 5 fois plus cher parce que j'ai pris un package machin et j'ai décidé de prendre ce package-là. Okay ? Alors vous pouvez vous dire, c'est parce que les opérateurs, ils ne s'entendent pas. Bon, c'était Orange des deux côtés, donc je ne sais pas pourquoi, mais c'est bizarre, c'est hyper plus cher en Espagne, quoi. Et alors, moi, je peux choisir de dire, j'ai envie de data plus cher ou j'ai pas envie de data plus cher. Par contre, Loki, c'est assez compliqué de lui dire, écoute, mon chien, si jamais tu vas en Espagne, surtout, t'y penses. Hein. Tu désactives ta data, hein, parce que sinon, plus de croquettes pendant 15 jours. Hein. C'est pas possible, ça marche pas. Le Ikea, quand il vend ses tables, il ne va pas commencer à se poser la question de se dire « Merde, alors j'expédie en Espagne, aux États-Unis, machin, il va falloir que je change la carte SIM ou que j'ai des accords spécifiques et merde, mon stock, je l'ai mis là, il faut que je change. » Il ne peut pas se poser ces questions-là. Donc, le fait d'avoir un réseau mondial, ça enlève tout un tas de problèmes et c'est juste génial. Donc, c'est le principe. Après, objectivement, le réseau, aujourd'hui, il n'est pas mondial, quoi, hein. On est bien d'accord. Mais la couverture, aujourd'hui, ça va du nord des Pays-Bas jusqu'au sud de l'Espagne, grosso modo, puis c'est en train de s'étendre à l'est et de s'étendre à l'ouest. À la fin de l'année, on devrait avoir l'Italie, une partie de l'Allemagne qui sera couverte, et puis voilà, ça s'étend. Je ne vous ai pas mis la carte du monde, il y a aussi les États-Unis qui arrivent, il y a aussi l'Australie, merci, là où il y a les kangourous, donc on va pouvoir traquer aussi les kangourous, ça va être cool, qui sont en train de s'ouvrir. Donc c'est en train de s'étendre petit à petit, mais en tout cas, on a un réseau qui existe, et je veux dire, si on arrive à équiper tous les chiens français avec notre solution, bon, déjà, ça fait un bon marché, on fera les Espagnols, et puis on attendra que le reste se développe pour être très très riche. Bon, on n'en est pas là. En pratique, quand on veut démarrer un design d'objets connectés, je fais super simple, on va utiliser un système qui est plutôt basé sur des microcontrôleurs, donc on oublie les Raspberry Pi, les systèmes et compagnie, puisqu'on veut consommer le moins d'énergie possible. Donc là, on a tout un tas de trucs qui existent dans le monde de Sigfox. Il y a du Telecom Design qui font plutôt des modules. Après, il y a Texas, Scilab, Onsemi, Atmel qui font des chips. Et puis tout un tas d'autres acteurs que je n'ai pas cités qui font du module. Donc en fait, on a pléthore de choix, ce qui est plutôt pas mal quand on compare ça au nombre d'objets qui sont réellement en prod. Donc c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a un engagement fort de tous les fondeurs. Donc ça se programme en C. Et en fait, ce qui est super intéressant dans cette techno-là, c'est que le temps que vous devez investir en termes de connaissances pour émettre votre premier message, c'est de l'ordre de la minute. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas de mode de connexion, il n'y a pas toutes ces questions-là qui étaient un peu chelous dans d'autres systèmes, pour envoyer un message,
ce que vous avez là, en fait, quand on est sur un module, on va prendre le module, on va le brancher sur un port série ou un port USB, on va ouvrir un terminal dessus, et puis on va envoyer notre message. Et le seul truc qu'on a à faire, AT$SS, ça c'est pour dire je vais envoyer un message, égal ABCD, c'est le message que j'envoie. Et le message, il est parti, et il n'y a rien de plus à faire. Si vous êtes en C, c'est pas beaucoup plus compliqué, hein. Sigfox send, de parenthèse, ABCD, fermez la parenthèse, et vous pushez, quoi. Et c'est parti, le message, il est envoyé. Du côté back-end, donc du côté Sigfox, le message, il arrive à peu près immédiatement. Voilà, le temps d'émission du message, c'est entre 4 et 7 secondes selon la taille du message. Donc, dans ce délai-là, grosso modo, vous recevez votre message. Et votre message, il va arriver sur leur plateforme, parce que du coup, vous n'avez pas indiqué de destinataire, il n'y en a qu'un seul. Comme ça, on gagne de la place, c'est plus simple. Donc, ça arrive tout sur la plateforme. On verra plus tard comment on le fait passer chez vous. Et puis, il va être enrichi de tout un tas de métadatas. Donc on va savoir qui l'a émis déjà, on va savoir à quelle heure il est arrivé, on va savoir quelles sont les antennes qui l'ont reçu, avec quelle force de signal, on va avoir une idée de la localisation, pas précise, mais ça peut toujours être utile. Voilà, on va avoir un certain nombre d'informations complémentaires comme ça qui nous permettent des fois de faire du traitement qui peut être aussi intéressant que la donnée que nous-mêmes on a émise. De façon plus globale, ça marche de la façon suivante. On a tous nos Loki qui sont partout dans le monde, enfin en tout cas là où Sigfox est couvert, ils racontent ce qu'ils font, qu'ils courent, qu'ils marchent, que ci, que ça. Ce message-là va être envoyé dans les airs et capté par des antennes du réseau. Ces antennes-là vont recevoir le message et vont le pousser vers les serveurs de Sigfox. Donc ça va correspondre à l'entrée que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis le serveur de Sigfox, parce qu'il sait que ce device nous appartient, va pousser ce message vers nos systèmes à nous. Et donc c'est là où j'interviens. Donc Sigfox, en fait, tous les messages sont reçus sur leur plateforme. Il y a une espèce de hub qui est formé et tous les messages sont envoyés là. Ensuite, nous, on a une interface pour aller administrer un certain nombre de choses. Notamment, on peut dire, à la réception d'un message sur un certain type de device, tu vas forwarder à tel endroit. Alors du coup, tous ceux qui cherchent API REST, choses bien designées, etc., Sigfox, ils sont très bons, mais pas pour ça. Donc du coup, on récupère le message, OK, puis en fait, une fois que c'est dans notre chaîne, je veux dire, c'est à peu près classique, quoi. Tous les projets data, on a à peu près toujours les mêmes informations. On va avoir d'abord une première brique d'ingestion de l'information, et c'est celle qu'il va falloir sizer en fonction du volume, de la vitesse des données qui vont rentrer. Et ensuite, on va trouver deux liens, deux process qui vont être parallèles. Tout d'abord, on va dire un stockage brut de l'information. On s'est donné tant de mal à le collecter, on va essayer de le stocker. Puis c'est le trésor de guerre, en fait. Ça, c'est vraiment notre information, c'est celle qu'on a été chercher. Donc on va le garder dans un coin, je vous expliquerai juste après pourquoi. Et il y a une deuxième partie qui va être plus traitement au fil de l'eau. Quand un événement va arriver, je vais le traiter et je vais construire en fait un ensemble d'indicateurs. Dans le cas de Loki, par exemple, il va courir, je vais transformer une accéléro en une activité. Il court, il marche, il est en train de se reposer, il est en train de faire quelque chose. Une position GPS en mode binaire, on va la transformer en valeur double bien stockée. Et on va mettre ça dans un data mart qui va être, lui, consommé par des applis de reporting ou n'importe quoi pour représenter l'information. Donc là, voilà, rien de transcendant, ça existe. Une autre partie qu'on peut retrouver sur pas mal de littérature, ça va être la partie batch. En gros, c'est de dire, de manière périodique, à une maille un peu plus longue, en fait, on va faire des traitements qui prennent plus de temps, des calculs statistiques, du machine learning, voire de la correction d'informations. J'ai eu une information qui est venue au fil de l'eau, j'ai trouvé un GPS 00, hop, celui-là, il a passé les filets, je vais aller le corriger pendant la nuit. Alors en bas, je vous ai mis un petit axe, valeur de la donnée. Effectivement, l'événement, quand je le reçois de la plateforme Sigfox, il ne veut pas dire grand-chose, en fait. Et surtout, je ne peux pas le présenter tel quel. Il ne veut rien dire. Le but, en fait, c'est de le transformer en information. Et c'est cette information que nous, on va être capable de revendre. Et dans le cadre de notre démarche avec Paul, notre objectif, en fait, ça a été plutôt de construire un prototype, de montrer qu'on pouvait faire et être capable d'aller voir des gens et de montrer ce qu'on était capable de faire. Et c'est là où est le cache. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer un petit peu les raisonnements que j'ai eus, les retours que j'ai pu avoir et les choses surtout à ne pas faire. Tout d'abord, si je parle ingestion, alors quand on voit la littérature IoT, on parle toujours de millions de données. Oui, dans certains cas, c'est vrai. Dans le cas de Sigfox, on est à 140 messages jour, un message tous les quarts d'heure. Pour un device, alors un device, quand il est émis, il est reçu en moyenne par une dizaine de bornes. Donc j'ai un rythme moyen de 1 message par minute. Je pense qu'on arrive à traiter, ça va, on a les infras pour pouvoir gérer ça. J'ai fait un premier stockage, je ne connaissais pas grand-chose, je me suis dit, bon, je récupère le message, je le mets en JSON, j'enlève tous les espaces qui traînent dans le JSON, je vais voir ce que ça fait. Ça fait 200 octets. Donc volume à la fin de la journée,
3 mégas. Ok, bon, ça casse pas, on va voir. Puis là, on se dit, bon, notre objectif, en fait, si on veut être à peu près rentable, c'est 10 000. Puis 10 000, bah, tout de suite, on a un facteur de mise à l'échelle qui est 10 000 messages minutes et 3 gigas. Alors pareil, c'est des chiffres. Est-ce que ça veut dire grand-chose? J'ai fait une moyenne générale, je me suis dit, je vais prendre 10 000 messages minutes. On va être capable d'encaisser, je ne me fais pas trop de problème, mais c'était juste pour se donner un ordre de grandeur en disant, voilà, quand on va croître, voilà à quelle vitesse on va aller. Et voilà ce qu'il va falloir surveiller. Pareil, le volume, je sais très bien qu'il y a des choses pour aller compresser, pour faire du parquet, de la vroute, des choses. Mais c'était juste pour se dire, voilà, mon infrastructure, il va falloir que je la maîtrise. Et voilà ce que ça veut dire, et voilà ce que ça va impacter demain en termes de coût. Pourquoi je vous ai montré une chaîne de stockage brut? C'est pour quelque chose que moi je trouve super important dans ce genre de projet, qui est l'idempotence. C'est le fait de se dire, en fait, à chaque instant, je suis capable de reconstruire un état. Les événements arrivent au fil de l'eau, j'ai un crash, j'ai quelque chose, je vais être capable de reconstruire complètement mon état de données avec l'ensemble des événements bruts. Pourquoi c'est bien? C'est surtout, ça me permet, moi, de construire un filet de sécurité. Je peux aller changer des briques, je peux aller changer ma capture. À la base, je l'avais fait en Vertex, puis après, je suis passé en Spring MVC. OK, très bien. Je peux changer des éléments, j'ai toujours mon jeu de données que je peux refaire passer entièrement et pour tester. Donc, c'est un peu mes tests unitaires à moi. Je les garde de côté, et puis demain, quand je fais évoluer des choses, je peux les réinjecter. Donc ça, je trouve très important. Autre chose, pareil, feedback que j'ai pu voir, c'est la partie datamart. Dès le début, en fait, j'ai exclu la partie relationnelle et SQL. Je me suis dit, non, mais IoT, j'ai vu toute la littérature, c'est des trucs, il faut forcément des milliards de données. Les bases relationnelles, hop, c'est pour papa, je ne peux pas faire. Au final, je me dis, est-ce qu'il vaut... Enfin, la question, c'est de se dire, les bases relationnelles, on a été capable de gérer des milliers d'enregistrements depuis des années. Dans le cadre d'un prototype, dans le cadre de quelque chose où on veut aller vite pour démontrer, est-ce qu'il faut l'exclure dès le début? Oui, non. On arrive à gérer des choses, des milliers de lignes. Je connais des gens qui arrivent à gérer des événements relationnels. Est-ce que c'est parfait? Je ne sais pas. Est-ce que ça marche? Oui. Donc, à reconsidérer. Puis, l'autre avantage, c'est que du SQL et des jointures et des tables, tout le monde sait les faire. Même si ce n'est pas clean, tout le monde réussira à faire quelque chose. Donc ça, relationnel, je me dis au final, pourquoi pas. Après, sur la partie NoSQL, pareil, il y a plein de choses. Alors oui, vous allez me dire, il y a des bases orientées colonnes qui sont bien faites pour les time series. Il y a même des InfluDB ou des OpenTSDB pour stocker des éléments sous format de time series. Ouais, ok, très bien. Moi, par exemple, un truc qui m'a refroidi sur InfluDB, c'est le cluster. Pour passer en mode cluster, c'est payant. Ouais, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que demain, quand notre initiative elle prendra, j'ai pas forcément envie d'investir sur ce genre de choses. Il y a des alternatives. Moi, je suis parti sur du MongoDB. Pourquoi? Approche document. Paul, il peut changer le design du composant autant qu'il veut. Il peut rajouter des champs, les supprimer, machin. Moi, j'ai une flexibilité dans le schéma. Et surtout, jusqu'à 10 000 devices, j'arrive à gérer. Donc, en fonction de mes ambitions, ça peut être un très bon choix. Donc après, voilà, il y a certainement des gens qui vont venir en disant « Ouais, mais les bases orientées colonnes, c'est du time series, c'est machin. » Ouais, je ne m'appelle pas Twitter, je ne m'appelle pas Facebook. Je suis dans un petit truc, ça marche très bien. Donc pareil, essayez de focaliser, d'aller sur les bons choix. Un petit tips que moi j'aime bien, qu'on m'a donné, qui est de dire mettre des time to live sur les champs. Pourquoi? En fait, Loki, par exemple, il va courir un jour, puis on va faire un calcul sur la journée, puis après la semaine, puis après le mois, puis après au bout d'un an. Est-ce que j'ai besoin de savoir à 19h03 l'activité qu'il a eue le 21 janvier 2015? Peut-être pas. Peut-être que cette donnée, en fait, elle est périmée. Je peux la jeter, je peux la supprimer. J'ai une valeur moyenne. OK, le jour de ce 21 janvier 2015, il a couru ça. Ou le mois de janvier 2015, il a couru ça. Ou l'année 2015, en moyenne, il a couru tant. Peut-être que pour mes calculs, c'est suffisant. Et puis, de toute façon, j'ai toujours l'historique de mes données pour reconstruire à un instant T, si je veux mon information. Donc, le fait de mettre un TTL, ça permet en fait de nettoyer sa base au fur et à mesure et justement de contrôler cette zone de stockage et dire, voilà, la donnée arrive au fil de l'eau, mais j'ai une taille que je maîtrise et je la vois grandir et ce n'est pas l'explosion complète. Bon, t'inquiète. Et enfin, la chose qui peut être assez marrante sur la partie IoT, enfin moi, je trouve qu'on ne mentionne pas assez, c'est tous les projets IoT que je peux voir, c'est effectivement, on va gérer des millions d'événements par seconde, vous allez voir, ça va être de la donnée, on va faire des super stats, etc. Oui. Ça, c'est l'image du premier proto que Paul a fait, on était en juin de l'année dernière. Depuis, tu l'as changé combien de fois? 10 peut-être, voilà. Un truc comme ça. Quoi. Donc, il a changé 10 fois, il a fallu constamment que je mette à jour, et puis
Là, c'est plus que, OK, c'est une API qui change, OK, il faut vraiment que je gère des versions avec des informations qui sont complètement différentes, dans des formats qui sont complètement différents, des informations qu'on a rajoutées, supprimées. Ça, il faut savoir le gérer. Pareil, je ne parle pas de... et puis le truc qui est marrant avec les appareils, c'est que ce n'est pas genre une application où on dit on fait de l'obsolescence, puis on fait un programme, et puis c'est parti. Un appareil, quand il est dans la nature, un collier qui est sur un chien, allez dire non mais on va le ramener parce qu'on va le mettre à jour, bougez pas, venez, non, c'est plus compliqué. Donc il faut être capable d'anticiper justement ces montées de version, comment on fait pour vivre avec un parc qui a 1, 2, 3, N générations de colliers différents. Ça, il faut être capable de le gérer. Donc c'est pour ça, sur la plupart des choses IoT que j'ai pu voir, à aucun moment on parle de l'objet en tant que lui, comment on le gère lui. On récupère son information, c'est très important, mais comment on gère ses montées de version et l'effet qu'il évolue dans le temps également. Donc du coup, pour conclure, alors je pense qu'on peut presque lancer un spoiler alerte. Je pense que dans les années qui vont venir, il y a un terme qui va apparaître, alors le ELEC DevOps ou ELEC, ce que vous voulez, c'est le fait de dire, en fait, quand on parle IoT, le T, c'est things, c'est une chose, et ça, c'est la spécialité de certaines personnes. Vous avez pu voir, Paul, il vous parle de fréquence, il vous parle de bas débit, haut débit, de machin. C'est quelque chose que moi, en tant que développeur, je ne connais pas. Lui, il le maîtrise. Donc lui, son appareil, il va être capable. Vous allez chez lui, il a un poste à souder, il a les unités de mesure, il a tout ce qu'il faut. Sauf qu'il y a un moment, il faut une interface. Lui, quand il fait, pour l'avoir vécu, quand il rajoute un champ et qu'il vous dit « Non, mais la batterie, c'est pas compliqué, je te le socle entre 0 et 225. » Alors, en binaire déjà, donc il faut faire la conversion. J'ai réappris à faire du binaire avec lui. Mais je fais du 0 225, et puis il fait « Non, mais il faut faire plus 2 fois 1,8, et tu as la valeur entre 3 et 5 volts. » Parce qu'en moyenne, les batteries, elles font 5 volts, donc ça, c'est son monde à lui. Moi, je ne le connais pas. Donc, du coup, on a besoin de dialoguer pour que moi, derrière, je sois capable de traiter l'information correctement. Donc, le lien entre le physique et le virtuel, je pense que ça va être un gros sujet. Autre chose que j'ai essayé de refléter là, c'est de dire il y a des très bons outils pour faire des gros projets IoT, je n'ai pas de problème. On peut aller voir l'ingestion de données avec du XD, avec du Node-RED, avec ce que vous voulez. Pareil sur les traitements, il y a des bases qui sont spécialisées, il y a du Kafka, il y a des plateformes Big Data. Ouais. Investissez d'abord sur la personne. Laissez-la prendre une techno avec laquelle elle est à l'aise, même si elle n'est pas parfaite dans un premier temps. Assurez-vous juste que on peut passer de 1 à 10 000 à peu près facilement, et puis c'est à peu près scalable dans votre tête. Et laissez-la prendre la techno. Ce n'est pas parce qu'on aura pris la meilleure techno du moment pour un besoin particulier que ça veut dire qu'on va être capable de la gérer. Exemple, je connais des gens qui disent « Ouais, mais Cassandra, t'es mieux que MongoDB. » Ouais, mais Cassandra, c'est vachement plus compliqué. MongoDB, à peu près tout le monde sait en faire maintenant. Donc, pareil avec le SQL. Essayez plutôt d'investir sur la personne. Et enfin, le dernier point, je vais te laisser conclure. Ouais. Moi, le point que je voulais rajouter sur la partie plus ELEC, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire beaucoup de compromis quand on veut faire un développement, parce qu'on a une super idée qui serait de dire « Ah ouais, on va vendre des croquettes et tout, machin, et puis on va avoir une donnée, ce serait bien si on la levait à la demi-seconde, et qu'en plus, avec telle précision, ainsi de suite. » Sauf que les technos de l'IoT, aujourd'hui, elles arrivent, elles démarrent. Et si vous voulez un truc qui ne consomme pas trop, qui puisse rentrer dans les technos qui sont là en termes de communication, il va falloir faire des compromis, vous adapter. Vous n'allez peut-être pas faire un truc qui est le truc merveilleux au sens du développeur, qui a, on va dire, schématiquement du réseau infini et puis de la mémoire infinie et du processeur infini. Non, on va faire un truc qui doit rentrer dans les contraintes de taille, d'autonomie et de besoin de communication. Et donc, c'est un deal à faire au départ. Ce deal, il va être de plus en plus simple parce que la techno, elle va évoluer et elle va vous donner beaucoup plus de liberté. Mais aujourd'hui, il y a des compromis forts qui sont à faire et qu'il faut penser dès le début, c'est-à-dire c'est vraiment par le design qu'on va construire notre solution et pas forcément faire le design en fonction de la solution qu'on a en tête. Voilà. Merci de votre attention. Il reste 1 minute. Voilà, pour prendre des questions. Après, on reste là, donc, enfin pas tout le temps, mais un petit peu. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires à venir nous voir. Sinon, on sera à l'apéro. Alors, ta question, parce que je voudrais répéter pour l'enregistrement, donc ta question, c'est de dire qu'en France, la fréquence, c'est du 868, aux États-Unis, c'est du 902 MHz, et puis dans d'autres pays, c'est différent, la fréquence libre. Et donc, comment les objets font pour s'adapter? Alors, en fait, aujourd'hui, ils ne s'adaptent pas.
dans ces technos-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des chips qui sont sur le 868, des chips qui sont sur le 900. Le 900, ça commence juste à arriver dans le monde Sigfox, hein, mais c'est en train d'arriver. Par contre, ce sur quoi travaillent les gens qui font du chip, c'est d'avoir des systèmes qui soient capables de s'adapter et donc qui soient capables de, ne serait-ce qu'en écoutant, savoir dans quelle zone ils sont. Et à partir de ce moment-là, commencer à émettre sur la bonne fréquence. Mais d'un point de vue hardware, aussi plein de questions sur les antennes et tout. Et voilà, donc c'est une problématique très compliquée. Je dirais aujourd'hui quand même, toute l'Europe est en 868, tous les US sont en 902. Donc bon, voilà, il y a un objet peut passer de l'un à l'autre, mais la fréquence reste raisonnable, donc c'est acceptable aujourd'hui, ce problème. On est passé au rouge. Ah, on est passé au rouge. Mais venez nous voir avec plaisir pour discuter. Merci à vous.